angoissé. Ce sont quelquefois les remplaçants qui font gagner l'équipe. Donc, comme je suis prêt, je vais laisser mon épouse commencer. Alors, nous devons parler sur la morale et le renouveau de la vie sociale et politique. Comment nous autres chrétiens de base, ordinaires, sans destin ou aura particulier, pouvons-nous influer sur la morale et le renouveau de la vie sociale et politique? La lecture de ce passage de l'encyclique Veritatis Splendor de Jean-Paul II nous balise le chemin et oriente notre action, notre mission. Notre intervention ne se veut qu'une invocation d'action sur des choses simples de la vie courante, sans prétention, comme un témoignage. Donc j'évoquerai ce thème en deux parties. Notre institution des lignes de force de cette partie consacrée au renouveau de la vie sociale et politique, un texte très riche, puis notre témoignage, donc très pauvre, en comparaison des autres. On a entendu de haut débit et de bas débit, donc je ne sais pas trop, mais... Que nous dit Jean-Paul II dans l'article 98 ? Pour assurer justice, solidarité, honnêteté et transparence, Jean-Paul II appelle à un renouveau radical fondé sur un sens moral s'accomplissant dans le sens religieux. Un renouveau radical fondé sur un sens moral s'accomplissant dans le sens religieux. Le bien suprême, Dieu, et le bien moral, donc les commandements, se rejoignent dans la vérité. Ce n'est que sur cette vérité qu'il est possible de construire une société renouvelée. S'il n'existe pas de vérité transcendante, il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. Donc Jean-Paul II situe donc la racine du totalitarisme moderne dans la négation de la dignité transcendante de la personne humaine, image visible de Dieu invisible. Cette notion de transcendance n'a pas échappé au député Aurélie Filippetti, socialiste, radicale, durant le dernier débat parlementaire sur le mariage homosexuel, lorsqu'elle déclarait à l'Assemblée nationale, récemment, comme l'expose si bien le sociologue Éric Fassin, le fondement même des normes sociales ne relève plus d'une transcendance, entre parenthèses, Dieu, nature ou science. Leur justification est immanente, c'est la société qui les définit et la délibération démocratique qui les fonde. C'est une citation. Nous n'avons pas à condamner des pratiques qui ne nuisent pas à autrui. Dans les sociétés démocratiques, nous sommes contraints à remodeler indéfiniment les institutions qui nous définissent à la lumière changeante de nos valeurs. Voilà. Donc c'est clair, c'est à l'Assemblée nationale. Ainsi donc, force est de constater que nos législateurs de droite comme de gauche sont désormais persuadés que nos valeurs de société n'ont aucun fondement transcendant. Jacques Chirac, celui qui refusa que les racines chrétiennes figurent dans la Constitution européenne, avait répondu à Jean-Paul II « Non à une loi morale qui prime sur la loi civile ». Dans l'article 101, Jean-Paul II nous dit « Dans le domaine politique, Jean-Paul II observe que la vérité dans les rapports entre gouvernants et gouvernés sont des principes qui ont leur première racine dans la valeur transcendante de la personne et dans les exigences morales objectives du fonctionnement des États. Il met en garde contre le risque de l'alliance entre la démocratie et le relativisme éthique qui retire à la convivialité civile toute référence morale sûre et la prive plus radicalement de l'acceptation de la vérité. En effet, s'il n'existe aucune vérité dernière qui guide et oriente l'action politique, les idées et les convictions peuvent être facilement exploitées au profit du pouvoir. Une démocratie sans valeur se transforme facilement en un totalitarisme déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire. Seule donc la conversion de l'homme peut ouvrir à la compréhension de la vérité.
La conversion nous impose l'évangélisation, le témoignage de notre foi. Elle nous impose de vivre, d'exposer, défendre, expliquer la morale chrétienne. Ces quelques considérations posées, que proposons-nous au quotidien comme témoignage de notre soumission à une loi morale transcendante, de notre insoumission aux valeurs fluctuantes de la société? Donc c'est là que ça se complique. Il faut donc maintenant exposer ce que nous on peut faire. Donc on a noté deux choses, une réaction quotidienne, une réaction politique. Pour la réaction politique, il est bien entendu que je ne peux pas faire politique, étant cadre à la mairie de Sens, les ouvriers, les cadres, enfin les catégories B et C peuvent en faire par le biais des syndicats, mais nous c'est quand même assez mal vu. Et ce qui n'empêche qu'on peut quand même dire ce que l'on veut. À Sens, nous sommes arrivés en 85 et dès que nous sommes arrivés, on a tout de suite été coopté par un petit groupe qui avait le souhait de créer une AFC. Donc on a créé une AFC à Sens, une association familiale catholique en 86. Et à l'époque, la présidente m'avait demandé de réagir aux informations récurrentes d'une association que je ne connaissais pas, la DMD, l'Association pour mourir dans la dignité. Elle nous disait qu'il faudrait absolument que des gens répondent à tous ces courriers qui passaient dans la presse locale, qui est Lyon Républicaine ici. Donc moi je m'étais proposé, donc j'ai commencé donc à écrire dans Lyon Républicaine il y a 25 ans des petits mots, ce qu'on appelle des courriers des lecteurs. Et à l'époque on avait quand même une grande latitude dans ces courriers des lecteurs, ce qui a changé depuis d'ailleurs, puisque la nouvelle rédaction, la nouvelle maquette, on ne peut plus donner que 1000 signes, enfin c'est très, très conditionné. Et là, je me suis aperçu finalement que d'abord en écrivant, on est obligé de chercher soi-même ce qu'on allait dire. Donc je me suis renseigné sur la DMD, sur les fondements. C'est comme ça que j'ai rencontré Simon, le président de cette association, Pierre Simon, qui avait écrit ce livre de la vie avant toute chose. Et lorsque j'en ai lu que des fragments au départ, ça m'a vraiment stupéfié. Vous m'en avez donné la copie intégrale après. Et donc, j'ai commencé à écrire dans la presse, mais sans prétention. Hein. Mais très très vite, des gens m'appelaient, me téléphonaient pour m'encourager ou pour me dire que ça faisait des années qu'on ne voyait plus ça dans la presse, comment je pouvais mettre ça dans la presse de gauche. Peut-être que personne n'a essayé, mais moi, j'ai rien de particulier. Donc ça m'a encouragé à tenir régulièrement des échanges sur des sujets très divers. Hein, et je vous dis, j'ai eu beaucoup de gens qui téléphonaient, qui m'écrivaient. Ma femme qui lit pas le journal, en général, elle savait que j'avais un courrier des lecteurs parce qu'elle recevait des petits coups de fil dans la matinée. Et à la mairie, ça n'avait pas l'air de les gêner, puisque à Sens, on a une spécialité, on change à peu près de couleur politique tous les 6 ans. Mais de gauche comme de droite, en fait. Bon. Donc ça m'a permis d'exposer des idées. Par exemple, sur les derniers, c'est la photo du crucifix de Serrano. J'ai écrit au député socialiste de l'Ardèche, du Sceau, qui avait commis, sous le titre « Trisomie, la double peine ou la mort », une intervention sur les enfants à naître, dont il s'étonnait qu'il y en avait encore 4% qui puissent encore vivre. J'ai envoyé des courriers sur la marche pour la vie 2011, etc. Le professeur de Manosque, le remaniement ministériel, où est donc passée la famille, Vincent Martine, transsexuel de l'enseignement diocésain à Nantes, infanticide et IVG, la confusion des peines et des principes, l'affaire Courgeot, dignité ou euthanasie, etc. etc. Bon, j'en ai évidemment un certain nombre. Et je pense que, bon, ayant fait donc ce travail pour un courrier des lecteurs, ben, je l'ai retraduit par un blog que j'ai appelé Action. Réaction. Bah, je ne dis pas, mais... Alors, c'est très épisodique, puisque je suis quand même contingenté, moi aussi, à la fois par les 1000 signes de la presse, et puis les volets arpins de madame. C'est la seule chose qui me limite dans ma volonté d'écrire et de défendre.
Enfin, j'arrive quand même à trouver du temps le soir en quelques jours. Ça a été très riche de rencontres. Beaucoup de gens m'ont écrit, beaucoup de gens m'ont téléphoné. De temps en temps, alors dans mon milieu professionnel, il m'arrive de rencontrer des gens, de leur faire visiter des parcs ou d'avoir des rapports professionnels avec des gens. Puis souvent des gens qui me tirent par la manche après. Je dis, là, on vous connaît. Hein. C'est bien ce que vous mettez dans Lyon, dis donc, il faut continuer. Et ça m'a vraiment surpris. Je ne pensais pas que ça pouvait avoir un tel impact, de renforcer les gens, leurs convictions, de les aider quelque part peut-être. Voilà, donc c'est ce qui me pousse à continuer un peu dans... Mais c'est sans prétention, je me donne... Non, c'est que y en a mais c'est pas des gens qui ont le même avis que nous. Alors l'intérêt, c'est ça. C'est surtout qu'il m'est arrivé d'envoyer des petits mots comme ça dans des journaux où on pense tous à la même chose, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Alors que Lyon Républicaine, c'est vraiment le média local. C'est très républicain avec un petit air, hein, et assez... Et là ça frappe vraiment des gens. À la mairie, de temps en temps, j'ai eu des sourires un peu crispés, quoi. L'avortement, on ne parle pas que de ces choses-là, comme ça. Mais ça passait, ça passe. Une deuxième manifestation de notre soutien donc, à des politiques, je dirais, dans le noble centre du ciel, c'est de systématiquement manifester nos convictions dans toutes les marches et autres manifestations qui rassemblent les chrétiens sur ces combats. Hein, on a commencé il y a très longtemps avec Renaissance catholique, puis maintenant 30 ans ça suffit au mois de janvier, donc on participe toujours à ces marches, parce qu'il n'y a pas de raison de laisser le pavé simplement à la Gay Pride et à la CGT. On a notre place et il faut y aller, c'est une façon. Et aussi tous nos enfants nous ont toujours suivis. Les grands, l'aîné maintenant a 31 ans, et la dernière a 7 ans, donc elle y va. Et ils sont revenus aussi renforcés de rencontrer plein de jeunes de leur âge, parce que c'est souvent très très jeunes ces manifestations, et de se dire qu'on n'était pas non plus complètement à part des autres, quoi. Même quand ils rentraient à Sens, et qu'évidemment le milieu était complètement différent, il y avait des jeunes qui pensaient comme eux, et en général ils s'amusaient bien à ces marches, c'était pas une corvée. Peser également personnellement sur tous les responsables politiques que l'on peut côtoyer. On est assez surpris parfois de leur perception. Bon, moi, de par ma fonction, je côtoie quand même notre ancien maire qui était député, donc je la rencontre régulièrement. Donc à chaque fois, on essaye de lui demander où on en est, qu'est-ce qui se passe et comment vous vous situez. On a le retour, mais enfin bon, je ne pense pas que ce soit très efficace, mais bon, il faut être présent quand même et leur dire ce que l'on pense. En plus, ça ne les gêne pas, hein. Mais bon, ils ont le cuir assez durci. Et puis une autre chose, politiquement, c'est de témoigner aussi de notre bonheur de vie familiale vis-à-vis de ceux qui, dans la société, en nient la nécessité, puis de tous les autres, qui, dans notre environnement quotidien, nos relations de travail et de voisinage, nous regardent parfois avec nos 7 enfants comme des martiens, mais à chaque fois évoquent eux-mêmes leur vision de la famille nombreuse comme une période heureuse, une valeur fondamentale et positive dans leur fort intérieur. Et ça m'a beaucoup surpris de voir beaucoup de mes collègues en mairie, parce qu'on en parle, hein. Pour eux, je suis un peu parce qu'ici ça va, on est à peu près tous dans le même format, mais dans la vie civile, c'est pas du tout ça. Hein. Mais ce qui me surprend toujours, c'est que les gens, à chaque fois, me ramènent des souvenirs. Ah, mais oui, mais ma famille, du côté de ma mère, il y a des grandes familles, qu'est-ce que c'est bien. Là, vous devez être content de vous retrouver. Enfin, c'est très positif. Ils ont un regard positif sur la famille. On se demande ce qui gêne peut-être pour redéclencher cette... Donc on a un devoir de témoigner justement à tous ces gens-là, mais c'est facile, hein, c'est pas compliqué, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais ça peut se faire. Et ça a été d'autant plus fort lorsque notre petite dernière, Alix, était née, j'avais 53 ans, Catherine en avait 48, alors là ça a été l'incompréhension de beaucoup de mes collègues, d'amis moins, mais beaucoup de mes collègues, ou de mes employés. Et alors on me félicitait, hein, vous êtes content d'être grand-père? Non. Je suis papa. Oh, excusez-moi. C'est tout à fait normal en me voyant, vous ne pouviez pas penser à autre chose. Mais non, je suis papa, c'est une volonté. Hein. Ah oui, elle n'aurait pas de lunettes celle-là, mais bon, elle est là, vous verrez, elle est là. Et ça, je peux vous dire, ça, je pense que ça peut donc... ça peut réveiller des gens. Voilà. Et puis il
y a tout le pan de la réaction quotidienne à laquelle Catherine peut participer. Écoutez, c'est juste le catéchisme, le scoutisme, les AUC, Mères de Miséricorde, enfin des associations que vous connaissez tous et qu'on soutient par notre action. Catherine a quand même monté une troupe guide d'Europe à Sens, c'est quand même exemplaire à son âge, elle n'avait jamais connu le scoutisme. Puis j'ai vu partir tous les week-ends avec son sac à dos, sa culotte bleue. Moi je m'occupais des enfants, j'allais quand même voir les promesses. Donc, elle a vraiment fait je ne sais pas comment tu appelles ça, mais des formations, elle était très loin dans le scoutisme. Voilà. Et nos enfants ont continué. Dans ce sens du service, on ne veut pas mais tous nos enfants ont voulu petit à petit donner au moins une année de leur vie. Camille a commencé, elle est partie 1 an avec un fonds du Mekong en Thaïlande. Tout de suite derrière, Hugues est parti 1 an au Vietnam, l'autre est parti à Madagascar avec les MEP. Voilà, donc on a l'impression qu'en donnant des exemples très simples, on peut aussi formater, entre guillemets, dans le bon sens du terme, nos enfants, et que ça puisse se continuer, puis qu'eux-mêmes puissent faire des familles. Comme nous, on a vécu notre vie de famille, puisque maintenant on est quand même grand-père, 3 enfants, donc c'est un avantage. Maintenant, on emmène nos petits-enfants dans le même bac à sable que l'année dernière. Donc une économie de moyens. Et pour terminer, en relisant mes petits mots que j'envoyais au journal, sur mon blog, j'ai retrouvé le dernier de 2007. C'était à l'approche des élections présidentielles et législatives, donc où finalement les choses n'ont pas changé. Le pape Benoît XVI affirmait le dimanche 25 mars 2007, à l'occasion des 50 ans des traités de Rome, que l'Europe a une identité historique, culturelle et morale, fondée notamment par des valeurs universelles que le christianisme a contribué à forger et qui doivent rester ferments de civilisation. Donc Benoît XVI nous encourage les chrétiens à s'engager politiquement et à recourir à l'objection de conscience chaque fois que les droits humains fondamentaux seront violés, notamment contre les législations sur l'avortement, l'euthanasie et en matière de bioéthique. Il dénonce la prééminence du pragmatisme qui justifie systématiquement le compromis sur les valeurs humaines essentielles, comme s'il s'agissait de l'acceptation inévitable d'un présumé moindre mal. Rappelons cette note publiée en 2002 par la Congrégation pour la doctrine de la foi. La conscience chrétienne bien formée ne permet à personne d'encourager par son vote la mise en œuvre d'un programme politique ou d'une loi dans lesquelles le contenu fondamental de la loi et de la morale serait évincé de la foi, et de la morale serait évincée par la présentation de propositions différentes de ce contenu ou opposées à lui. Donc à l'époque, je disais, imaginons le levier électoral d'une objection de conscience de tous les catholiques de France sur les candidats de l'avortement, de l'euthanasie, de l'homosexualité, parentalité et autres défiances en matière de bioéthique. Donc cette lettre, je la ressortirai dans quelques mois, puisque dans 1 an, on se retrouvera, mais nous aurons changé. Et Lyon républicaine l'a publié? Celle-là, je pense, oui. Il faut que je vérifie, parce qu'il ne publie pas tout. Hein. Et d'ailleurs, je m'amuse souvent à surligner sur les originaux ce qu'ils ont enlevé. Et ça peut être très très drôle de voir un peu l'impact du rédacteur, ce qu'il gomme. Alors des fois, il gomme peut-être des lourdeurs, ça c'est normal. Hein. Mais il y a des choses, c'est très très ciblé parfois. Il y a des choses qu'il n'aime pas. Mais en général, c'est à peu près respecté. Voilà, je vous remercie.